laisser un message parce que je t'attends là. L'épisode 2 du Mona Learning commence. Allez, à tout de suite. Tu faisais quoi? Bonjour, excusez, j'étais à la plage. Ah, Voilà. après le travail, c'est bien? Non, avant le travail. Avant. Il fait beau aujourd'hui, il faut en profiter. On va faire un petit peu de photos sur la plage. Comme je disais, aujourd'hui, on est parti pour le deuxième épisode du Mona Learning. On va parler d'un trio infernal. Oula, c'est un super programme ça. C'est un super programme. Parce que autant le cadrage, la stabilité, c'est plutôt de votre responsabilité de photographe. Autant ce qui concerne l'ouverture, la vitesse d'obturation ou encore la sensibilité de l'appareil, désormais c'est un petit peu plus l'appareil qui va gérer ça, parce que c'est un petit peu son obsession dans sa vie d'appareil photo, c'est de faire une bonne photo. Quoi qu'il arrive, l'appareil essaye toujours de faire une bonne photo. Donc aujourd'hui, on va voir ces trois notions. Et ce qui est infernal de constater, c'est qu'à chaque fois que tu bouges un paramètre, ça peut bousculer l'ensemble de la photo. Oui, et c'est ce qui fait peur d'ailleurs aux photographes débutants, parce qu'ils se rendent compte que ces trois variables interagissent les unes avec les autres. Donc quand on change un paramètre, eh bien, les deux autres paramètres se réajustent, toujours pour obtenir la meilleure photo possible. Alors là, on commence avec quel paramètre? On va commencer avec l'ouverture. Vous savez qu'en présence d'une importante quantité de lumière, l'iris de notre œil se contracte pour limiter la lumière qui rentre. Et bien dans un appareil photo, et surtout dans un objectif, on a la même chose. Je crois qu'avec un vieil appareil, ça nous permet de bien comprendre ça. Ouais. On a la même chose. On a une sorte d'iris mécanique qu'on appelle un diaphragme qui peut se contracter, se fermer pour laisser passer moins de lumière avec des images qui Regardez, bougent. quand on fait ça, ça ouvre la quantité de lumière qui peut rentrer dans l'appareil. Voilà. Aujourd'hui, avec les appareils modernes, il n'y a plus de molette pour choisir le diaphragme. C'est accessible via un menu ou via les molettes sur le dessus de l'appareil. Alors, regardez, sur les images qu'on vous a préparées, à l'ouverture maximum, le diaphragme de l'objectif est totalement ouvert. Et les lamelles n'apparaissent même pas. La lumière qui rentre dans l'objectif ne rencontre apparemment aucun obstacle. Ça passe direct. Pourtant, même dans ce cas précis, la lumière qui sort de l'objectif est inférieure à la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif. C'est comme ça. Les lentilles font obstacle au passage de la lumière. Alors, un peu obstacle, mais elles font obstacle. Les lentilles elles-mêmes, les traitements qui sont appliqués sur la surface de ces lentilles font obstacle. Et dans le cas de notre objectif, là, notre excellent Pentax f1.4, dans ce cas-là, la lumière qui rentre, la lumière qui sort, la différence est de 2. Il y a 2 fois moins de lumière qui sort par rapport à la lumière qui rentre. Et ça, c'est indiqué par un chiffre. C'est cette information qui nous permet de voir à quelle ouverture maximale l'objectif peut ouvrir. Exactement. Les objectifs actuels peuvent ouvrir eux aussi à f1.4, mais la plupart des objectifs ouvrent un petit peu moins, surtout les zooms. Parce que pour construire des zooms, on est obligé, enfin les opticiens sont obligés de limiter un petit peu l'ouverture maximum. Donc on a plutôt des zooms qui vont ouvrir à f2.8, f3.5, f4. Cette lettre F, c'est une convention pour indiquer l'ouverture maximale. Le nôtre, celui-ci, est donc un f1.4. Mais on en a d'autres, on en a plein d'autres des objectifs, on en a amené plein d'autres. On a un Canon F2. Oui. On a un Pentax f1.8. Voilà. C'est ça. Le zoom qui filme ces images, c'est un vieux zoom Pentax qui ouvre à f3.5. Mais pourquoi faut-il indiquer f1.4 pour dire qu'il y a 2 fois moins de lumière qui rentre? C'est une histoire de mathématiques, de géométrie, de racines carrées et de division. L'entrée de la lumière dans un objectif, ça se fait à travers un cercle. D'accord. Or, pour diviser la surface d'un cercle de moitié, il faut non pas diviser par 2, mais il faut diviser par racine carrée de 2. Ça fait 1,4 quelque chose. 1, 4, 14, 42. Et donc, si on veut encore 2 fois moins de lumière, il va falloir diviser par 2. Si on veut encore 2 fois moins de lumière, il va falloir diviser par 2,8. Donc, si on veut encore 2 fois moins de lumière, etc., etc. Donc ce chiffre après le F, c'est le diviseur. Exactement, c'est le diviseur. Et plus on divise par un chiffre grand, plus le trou est petit. Alors, on dit qu'on ferme à F 5,6 par exemple? Alors, on dit qu'on ferme, ou qu'on ouvre, à F 5,6. On ne prononce pas la virgule. D'accord. F4, F5,6,
f2.8, f3.5, f3.5, voilà. On ne dit pas la virgule. Oui. Alors pourquoi sur les zooms, comme celui-ci, à Lumix, Oui. il y a écrit f3.5, f5.6, par exemple? Alors, ces deux valeurs sont les deux valeurs d'ouverture maximale aux deux extrémités de la focale de ton zoom. Puisque un zoom, comme son nom l'indique, voilà, D'accord. il a une focale minimum, son cadre le plus large, le plus grand angle, et une D'accord. focale maximum, sa partie la plus téléobjectif. Lorsqu'il est au grand angle, Lorsqu'il est au grand angle, il ouvre à au 12, maximum à il ouvre- 3,5. D'accord. Et quand tu Et quand- zoomes, il va ouvrir au maximum à 5,6. D'accord. Parce que les opticiens ne se sont pas cassés la tête à Oui. faire en sorte que cette valeur reste constante. Certains zooms, on va dire haut de gamme, la valeur reste constante, et du coup c'est des objectifs plutôt qualitatifs, et d'ailleurs plutôt chers. Ça va ensemble, hein? Ça va ensemble. Et les objectifs qui sont en général vendus en kit, on a une ouverture dite glissante. D'accord. Donc il y a des zooms à ouverture constante, il y a un seul f quelque chose, en général c'est f2.8, et des zooms à ouverture glissante, en général 3,5, 5,6, voire 4, 5,6, voire 4, 6,3. Alors si je comprends bien, au grand angle, cet objectif laisse passer plus de lumière qu'en zoomant. Exactement. D'accord. Voilà. Alors là, on vient de parler du cas particulier des zooms. Il est clair que pour les objectifs à focale fixe, dont on ne peut pas changer l'angle de champ, les ouvertures sont plus généreuses parce que c'est moins compliqué à faire. Et on se retrouve assez souvent avec des objectifs à focale fixe dont l'ouverture maximum est f1.2, f1.4, f2, f1.7. Voilà. Donc là, on a vraiment une ouverture très importante, avec des quantités de lumière très importantes qui rentrent. Donc pour résumer cette première notion sur l'ouverture, on a compris qu'en fait c'est le diaphragme qui permet de limiter la lumière qui rentre dans l'objectif, Oui, et que cette notion est indiquée par une lettre F qui est positionnée sur l'objectif. oui, et qu'on va retrouver aussi dans les menus, dans le viseur. L'appareil photo va nous dire, voilà, je compte faire la photo en fermant le diaphragme de l'objectif à telle valeur. La transition est toute simple pour arriver à l'autre paramètre, Voilà. qui est donc peut-être la vitesse. vitesse. Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire. Au début de la photographie, c'était en 1830 à peu près, donc ça ne date pas d'hier. Pour arriver à faire une photo, il fallait des temps de pause considérables. C'était plusieurs heures où on appuie, où la lumière elle rentre dans l'objectif et elle va jusqu'à la surface sensible. Alors à l'époque, la surface sensible, c'était une plaque de verre. On avait un produit photosensible, pas si photosensible que ça d'ailleurs. Et pour la petite histoire, la première photo qui a été faite par Nicéphore Niepce, il faisait beau, et la photo a duré 10 heures. Donc c'était complètement impossible de faire une photo d'un portrait ou d'une séance de sport. Ah non, là, on ne pouvait pas faire ça parce que ça bouge. Ça bouge, ça bouge trop. Ça bouge trop. D'accord. Alors, les appareils modernes, maintenant, heureusement, permettent de faire des photos avec des vitesses plus rapides. D'abord parce que les pellicules, en 2 siècles, ont très sensiblement évolué. Elles sont effectivement très sensibles. Et les capteurs sont eux aussi très sensibles. Donc, on a des appareils photo qui ont la capacité de faire des photos à des vitesses plus importantes, tout simplement pour figer le mouvement, pour ne pas avoir une photo floue. Si vous voulez prendre... Capter l'instant. Capter l'instant, exactement. Dès qu'il y a une scène avec un petit peu d'action, on va prendre une vitesse d'obturation rapide pour pouvoir saisir cet instant-là. D'accord. Alors, on parle de fraction de seconde. Hein. Quelle fraction, c'est-à-dire C'est-à-dire un quart de seconde, un 15e de seconde, un 60e de seconde. D'accord. On va même jusqu'au 250e, au 500e, au 1000e, au 2000e, au 4000e de seconde. Tous les appareils peuvent faire ça? Les appareils montent actuellement jusqu'au 2000e ou au 4000e de seconde. D'accord. C'est pas beaucoup, hein, 4000e de seconde. J'imagine que plus ça va vite, moins il y a de lumière qui rentre par contre. Ah bah oui, la lumière, elle a à peine le temps de rentrer. Ouais. Donc quand on a une situation avec forte luminosité, ça va. D'accord. Mais si on cumule les difficultés avec pas beaucoup de luminosité et une vitesse d'obturation très rapide, on risque d'avoir une photo où il n'y aura pas beaucoup de lumière d'arriver dans le capteur.
Donc le deal pour réussir une bonne photo, Ouais. c'est de trouver la bonne vitesse et la bonne quantité de lumière qui rentre. Exactement. La bonne ouverture. Exactement. Et c'est pas à nous de faire ça. C'est l'appareil photo. Mm. L'appareil photo, encore une fois, son obsession dans la vie, c'est combien j'ai de lumière et comment je peux faire pour faire une bonne photo. Alors, voilà une photo qui est faite au 8e de seconde, c'est-à-dire assez lentement. Hein. Ouais. C'est pas une vitesse. Donc là, on risque d'avoir du flou. Voilà ce que ça fait. Sous-blou. Tchou-tchou. Voilà. Maintenant, on va faire une photo au 500e de seconde. C'est la vitesse maximum de ton appareil, là. Non, on peut faire du millième, si on Millième. veut. Mais 500e, déjà, ça va pas mal vite. On a à peine le temps de dire ouf que la photo est faite. On va dire que les appareils photo savent qu'il ne faut pas faire une photo en dessous de telle vitesse. Hein. Ils savent également que lorsqu'il y a beaucoup de lumière, eh ben, il faut fermer le diaphragme. Faire en sorte que votre photo soit correctement exposée et qu'elle ne soit pas floue. Parce qu'il peut y avoir deux sortes de flou. Il peut y avoir le flou de bouger. C'est-à-dire qu'en prenant votre photo, vous bougez un peu. Il peut y avoir également le flou de mouvement. C'est-à-dire que le sujet que vous photographiez se déplace assez rapidement devant votre appareil photo, et le temps que vous prenez la photo, il se sera déplacé. Même si ça ne dure que un 60e de seconde, il aura quand même parcouru un petit peu de distance, donc ça va se voir sur la photo. Ça va faire plus une traînée qu'une photo nette. Et quand il n'y a définitivement pas assez de lumière, que fait l'appareil? Il s'arrache les cheveux. Elle est bonne, hein. Alors non, effectivement, l'appareil photo, il ne va pas s'arracher les cheveux, parce qu'il a une troisième possibilité, il y a un troisième paramètre qui est à sa disposition, c'est le paramètre de la sensibilité. Un capteur, ça fonctionne un petit peu comme un panneau photovoltaïque qui produit de l'électricité avec la lumière du soleil. Sauf que les cellules de ce panneau photovoltaïque sont tout petits. On parle de microns. Hein. Lorsque la lumière arrive sur ces cellules, elle est transformée en électricité. Et ce signal électrique venant de chacune des cellules, et on peut en avoir jusqu'à 12, 20 millions. Hein. Quand on dit qu'on a 20 millions de pixels sur son appareil photo, c'est qu'on a 20 millions de petites cellules électriques qui produisent un petit signal électrique. Et ce petit signal électrique, eh bien, on peut l'amplifier. D'accord. Voilà. La sensibilité d'un appareil photo, c'est une notion qui s'exprime en ISO. ISO. Et la plupart des appareils photo ont une sensibilité fixe, à peu près à 100 ou à 200 ISO. C'est leur sensibilité fixe. Et après, on va pouvoir amplifier le signal qu'ils délivrent pour faire comme si leur sensibilité était à 400, à 800, à 1600, à 3200 ISO. Ce qui, à l'époque de l'argentique et des pellicules, n'existait pas. Lorsqu'on avait une pellicule de 800 ou de 1000 ISO, on était déjà super sensible. On choisissait ces pellicules en fonction de l'ISO. Voilà. Et puis on ne pouvait pas changer. Quand on partait sur un reportage avec du 800 ISO, eh ben, on avait du 800 ISO. D'accord. Alors que là, l'appareil photo, il va pouvoir changer à la volée son comportement, simplement en amplifiant le signal qui est produit par le capteur. Mais est-ce que la photo est d'aussi bonne qualité à 100 ISO qu'à 1600 ISO? On pourrait dire quasiment oui. Parce que les ingénieurs qui préparent les algorithmes de traitement du signal, aujourd'hui, on fait des choses qui sont totalement prodigieuses avec les appareils modernes d'aujourd'hui, qui sortent cette année, qui sont sortis l'année dernière. La différence est infime. Et en tout cas, pour ce qu'on a à faire, ça va faire. D'accord. Donc notre appareil photo, il sait prendre une photo en tenant compte de nos trois paramètres. Le paramètre d'ouverture, le paramètre de vitesse et le paramètre de sensibilité. Et il s'organise pour dire, bon, ben là, j'ai pas tout à fait cette lumière, je vais peut-être monter un petit peu ma sensibilité. La vitesse, on va prendre une vitesse, on va prendre le 60e. En fonction de ça, hop, l'ouverture, je la cale comme ça. Donc on a vu que quand notre appareil photo est en mode tout automatique, il sait tout faire. Il sait tout faire, en tout cas, il essaie de gérer au mieux ces trois paramètres. Oui, exactement. Donc, à quoi ça sert? Ça nous sert, nous, de savoir ce qui se passe dedans? On va pouvoir choisir ce qui se passe. Ce ne sera plus l'appareil photo qui va choisir en fonction de paramètres standards. On va pouvoir choisir et on va pouvoir du coup devenir un petit peu plus photographe. D'accord. Parce que c'est en choisissant les paramètres d'exposition de notre photo qu'on va choisir aussi le rendu qu'on va apporter à cette image. Ce choix, justement, il est particulièrement intéressant lorsqu'on choisit soi-même, en toute connaissance de cause, l'ouverture. Comment le diaphragme va être fermé ou ouvert. D'accord. Parce que ce que j'ai un petit peu oublié de vous dire, sciemment certes,
c'est que le choix du diaphragme, il n'est pas innocent. Ouais. Il a un impact sur la profondeur de champ. Ah, on y vient. C'est pas trop tôt. C'est quoi la profondeur de champ? Alors, Je sais pas. je sais pas. Si, je sais. La profondeur de champ, ça désigne la zone qui est nette en profondeur dans une image. D'accord. D'accord? Sur les images que vous avez sous les yeux, on va avoir des arbres qui sont flous, un arbre qui est net, et d'autres arbres encore en arrière qui sont flous. D'accord. La profondeur de champ, ça correspond à la zone où l'arbre est net. D'accord. Et cette profondeur de champ, elle peut être courte Ouais. ou plus grande. Et cette profondeur de champ, c'est on la travaille Avec le diaphragme. Avec le diaphragme. Voilà. Donc avec l'ouverture. Avec Avec l'ouverture. les F quelque chose. Avec les F quelque chose. Plus on ferme le diaphragme, plus la profondeur de champ va être profonde. Plus on ouvre le diaphragme, plus on aura une profondeur de champ courte. D'accord. On l'utilisera plutôt à F2, on verra pourquoi tout à l'heure. Mais avec cet objectif, si on fait une photo de portrait, on va être net du bout du nez jusqu'à derrière l'oreille, pas plus. Après, ce qui est derrière sera flou, D'accord. ce qui est devant sera flou. Et ma profondeur de champ, elle sera de 8 cm. Et si on se met à 22, F22, c'est net partout. Ça va être pas forcément net partout, mais on va avoir une profondeur de champ beaucoup plus importante. D'accord. On aura peut-être notre fond qui va commencer à redevenir net, Ouais. et peut-être les premiers plans qui seront nets aussi. D'accord. Le principe de cette gestion de la profondeur de champ, c'est que l'œil va trouver plus esthétique le sujet principal de votre photographie net, par opposition au reste de votre photographie qui sera un petit peu noyé dans le flou. Ça met en relief la partie nette. D'accord. C'est une sorte de contraste visuel. En revanche, si on veut faire, par exemple, un paysage avec plusieurs plans successifs, on va dire un bosquet, plaine, la un montagne, arbre, etc., il faut qu'on puisse obtenir la profondeur de champ la plus importante possible pour que le lointain soit net, que le plan intermédiaire soit net et que le premier plan soit net. D'accord. Donc là, on ne se pose pas de questions, on demande à l'appareil photo de fermer presque au maximum pour avoir la profondeur de champ du coup maximum. Donc on ferme à F11, F16, des choses comme ça. F11, F16, ce sont des bonnes valeurs pour faire des paysages avec une profondeur de champ maximum. On l'a déjà dit, mais il faut le redire. Dans ces conditions-là, l'appareil photo, lui, va continuer à calculer les autres paramètres. D'accord, donc là, si je comprends bien, notre appareil photo, il est, quand on travaille sur l'ouverture en priorité, il est sur A, priorité à l'ouverture. Oui, parce que en anglais, ouverture, ça se dit aperture. Je prononce bien, hein. Voilà. Bravo. Aperture, c'est ça, c'est l'ouverture. D'accord. Donc sur notre appareil photo, on va pouvoir lui dire, écoute mon petit gars, aujourd'hui, c'est moi qui décide de l'ouverture. Donc je vais me mettre sur A. Voilà. Donc on a sur les appareils photo des petits curseurs pour se mettre sur A. Alors là, sur mon vieux Minolta, il y a un petit curseur. Sur cet hybride Panasonic, on peut se mettre sur A. Et sur Canon, c'est pareil, on se met sur AV. AV. Donc là, sur un Nikon, ce sera pareil. Sur un Sony, ce sera pareil. Tous les appareils photo partagent ces lettres. On va voir qu'il y en a 3 autres pour indiquer quelle est la priorité, pour indiquer quel est votre choix. Vous travaillez sur un paramètre et il se débrouille pour les 2 autres. Dans certains cas, la profondeur de champ est moins importante qu'un autre paramètre. On parlait de photographie ou de filmer les enfants tout à l'heure. Qui font du vélo. Qui font du vélo. Là, il faut travailler en priorité à la vitesse. D'accord. Il faut imposer à l'appareil de travailler vite et se débrouiller pour avoir une ouverture et une sensibilité correcte par rapport à ça. Donc on va se mettre sur le mode S, parce qu'en anglais, la vitesse se dit speed. À partir de là, on va pouvoir indiquer à l'appareil qu'on travaille à telle vitesse. Et il se débrouille toujours au mieux de nos intérêts. Hein. C'est-à-dire que il va essayer d'avoir une sensibilité la moins importante possible, pour qu'il n'y ait pas trop de bruit, et une ouverture moyenne, pour qu'on ait une profondeur de champ moyenne, pas insuffisante ni trop importante. D'accord. Parce qu'on va voir qu'il y a encore des choses qui interviennent. Alors, il y a un 3e mode qui est intéressant, c'est le mode P qui veut dire programme. D'ailleurs, programme en anglais se dit... Programme. Voilà. Le mode programme, c'est quelque chose qui se rapproche du mode tout automatique, sauf que, avec la molette, ou l'une des molettes, on va pouvoir décaler. On essaie de faire une photo, notre appareil nous indique le 60e de seconde à f 5.6. Finalement, je préfère
prendre la photo un peu plus vite, au 125e de seconde, donc 2 fois plus vite. L'appareil va calculer l'ouverture résultante, qui va être... F4. Exactement, parce qu'on a besoin d'un petit peu plus de lumière pour compenser Exactement. la vitesse plus rapide. Okay. Voilà. Donc c'est ça le mode décalable. On décale les valeurs proposées par l'appareil pour s'adapter à la situation. Parce que l'appareil, il ne sait pas que vous êtes en train de photographier le Tour de France qui passe. Voilà. Il y a une 4e lettre. Il y a une 4e lettre, M. Comme manuel. Manuel. On décide des 3 paramètres. Donc avec les différentes molettes, on peut indiquer à l'appareil notre choix. Mais l'appareil, il est quand même super gentil avec vous. Il va vous montrer un endroit, alors soit sur l'écran, soit dans le viseur. Si vous êtes à peu près dans les cordes, ou si vous êtes complètement à l'ouest, il va vous dire, oui, voilà, la photo, elle va être correctement exposée, ou sous-exposée, ou surexposée. Mais c'est vous, quand même, qui décidez absolument des 3 paramètres, vitesse, ouverture et sensibilité. Un dernier point concernant l'ouverture. L'ouverture, je rappelle, c'est ce fameux diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme pour laisser plus ou moins rentrer la lumière. On a vu que ça avait une incidence sur la profondeur de champ. Ça a aussi une incidence sur la qualité de l'image. Lorsqu'on ouvre à pleine ouverture, généralement, l'image est un petit peu molle. Elle manque un petit peu de contraste. Lorsqu'on ferme complètement le diaphragme, on a aussi ce genre de problème, on a des phénomènes de diffraction de la lumière. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment se propagent les rayons à l'intérieur des différentes lentilles, mais voilà. Donc, mon conseil, c'est de ne jamais utiliser les valeurs extrêmes de votre objectif. Sur celui-là, toujours notre fameux Pentax, le bon compromis, c'est f2. Au maximum, ce serait f1.4, mais on préfère f2. Et la différence est très notable. De la même façon, il peut fermer à f22. C'est pas terrible. On préfère fermer à f16. Et là, on obtient une photo avec une super profondeur de champ et qui reste correctement exposée. Ah ben, on a fini. Très bien, on a fini. Voilà, vous avez compris. Alors, si vous n'avez pas tout compris, ben, vous revenez un petit peu en arrière pour revoir les différentes... Rembobine. Tu remets. Pour revoir les différentes étapes où on aborde l'ouverture, où on aborde la vitesse et la sensibilité. Voilà, qui sont le trio infernal de tout photographe. Prochain épisode, le bon sac à dos du reporter territoire. Quel matériel on utilise et dans son sac à dos, ici, dans la tête, pour savoir exactement avec quoi on doit partir et qu'est-ce qu'on doit faire sur le terrain. D'accord. Ensuite, épisode 4. 4e épisode. On va parler du son. Comment on peut enrichir sa production avec du son et surtout comment obtenir un son de bonne qualité, quelles que soient les circonstances, qu'on soit en extérieur, en intérieur, avec plusieurs personnes. Voilà. Qu'on fasse un interview, qu'on fasse tout ça. Pour faire, par exemple. Et alors, épisode 5. Et on finira par un épisode... c'est exactement, épisode 5, sur les recommandations que nous pouvons faire, en fait, à l'issue de ces 4 tutos qu'on vous aurait précédemment. Quel ordinateur, sur quel ordinateur utiliser, sur quel appareil photo éventuellement acheter, les objectifs, quelle marque, quel logiciel on peut utiliser pour faire du montage vidéo, pour faire de la post-production photo. Est-ce qu'il faut acheter une licence? Est-ce qu'on peut utiliser les modèles gratuits? Voilà. Et puis on fera des petits comparatifs de budget, on verra un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Histoire de se faire peur. Donc dans ce 5e épisode, ce seront les recommandations de Widir Studio. Et de la Mona. Avec Alan Airflex. Et Florent Guitare. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. On like. Ah oui, vous pouvez liker. On like et on share. Alors, vous sharez et puis vous likez. Ouais. À bientôt. C'est bien le progrès moderne de maintenant. Progrès moderne. Ah, c'est beau.